Hello à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Vide ton sac. À l'honneur de cette saison, nos super bénévoles partout en France. On revient ensemble sur leurs engagements, les challenges rencontrés, les amitiés nouées et leurs meilleurs souvenirs dans l'assaut. Pour découvrir les coulisses du bénévolat chez Nightline, c'est par ici. Bonne écoute. Salut! Salut! Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, comment tu t'appelles et ce que tu fais dans la vie? Alors moi je m'appelle Sarah, je viens d'avoir 24 ans et en fait en dehors de l'association de Nightline, je suis en dernière année d'études pour être éducatrice spécialisée. Dans quelle région? Le Nord-Pas-de-Calais. Comment est-ce que tu as découvert Nightline? Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as entendu parler de l'asso? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir bénévole dans cet asso? Alors ça va être une jolie question pour moi. Il y a plusieurs choses en fait. Avant ça, je faisais des études en sciences pour des raisons complètement différentes. Et j'étais à Saclay. Et donc j'ai entendu parler de Nightline un peu à ce moment-là. Je pense pas mal sur les réseaux sociaux. Je pense avec des ambassadeurs. J'ai plus la teneur exacte de qui, quoi, comment, qu'est-ce. Mais je crois que c'était à peu près ça. Et ce qui m'a donné envie d'être bénévole, il y a plusieurs choses. Il y a eu du coup, j'ai déménagé dans mon lieu d'études actuel et je voulais rencontrer des gens. Et ça me semblait être un bon moyen de rencontrer des gens qui avaient des valeurs communes et qui avaient des sensibilités, de la bienveillance, et voilà. Et ça a vraiment été le cas pour le coup. Et donc c'est trop chouette. Et en fait, il y a aussi un truc un peu plus personnel. Moi, je suis particulièrement touchée sur la question de la santé mentale parce que j'ai moi-même eu des soucis de santé mentale par le passé. Ça va mieux aujourd'hui, donc on est content. Et en plus de ça, j'ai une personne dans mon cercle proche qui s'est suicidée. Donc 1 an et demi, presque 2 ans avant que j'intègre Nightline. Mais donc 1 an avant que je commence les démarches. Et du coup, voilà, c'était important pour moi de donner du temps sur la santé mentale des jeunes, parce que c'était une personne jeune. Et pour la petite anecdote, elle me l'a bien rendu, dans le sens où j'ai eu tout au long de mon bénévolat des signes, alors on y croit pas, on fait ce qu'on veut, mais qui laissent penser que voilà, elle me disait que j'étais au bon endroit. Et ça, c'est trop chouette, quoi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment fonctionne la ligne d'écoute pour les gens qui n'ont pas encore testé cette ligne d'écoute? On reçoit alors, donc soit en appel ou en chat, je pense que c'est un peu différent, mais moi je préfère prendre des appels. Et du coup, en appel, on décroche en disant bonsoir, ici Nightline, je t'écoute. Donc tous les bénévoles auront cette première phrase pour accueillir. Voilà, et ce sera la même chose par chat. Et ensuite, en fait, on va juste chercher à créer une bulle d'écoute pour la personne, pour qu'elle puisse délivrer ce qu'elle a à délivrer. Voilà, donc on essaye de ne pas guider les conversations. Alors après, bon, il y a forcément des petits moments où on se retrouve un peu coincé, où on va, voilà, mais on essaye de pas du tout guider la conversation, que ce soit vraiment d'aider à éventuellement continuer une réflexion. Mais on va pas diriger la conversation, on vient parler de ce dont les écoutants et écoutantes ont envie. Il n'y a pas de jugement. Et après, ce qui est dit durant l'appel reste durant l'appel. Et voilà, et on ne se présente pas. On n'est pas hey, salut, c'est Martine ou c'est Sarah. Voilà, on est vraiment sur quelque chose d'anonyme, pas de froid, parce que moi, ça, je pense que ça empêche pas la connexion. Moi, il y a eu n'empêche des appels où j'ai ri, où j'ai eu envie de prendre la personne dans mes bras. Alors après, on l'exprime plus ou moins aussi en fonction des appels, en fonction de comment on sent les choses et comment on sent aussi avec le fait d'exprimer ces choses-là. Mais du coup, c'est souvent des jolis moments. Et justement, tu parles de jolis moments. Est-ce que tu as une anecdote, un moment où vraiment tu as senti que ton écoute elle avait un impact sur la personne au bout du fil ou au bout du chat? Et est-ce que tu pourrais nous raconter un moment comme ça, si tu en as un dans
dans tes anecdotes personnelles? Alors, j'en ai plusieurs, mais il y en a un qui me tient tout particulièrement à cœur. C'est celui du premier appel que j'ai fait. C'était ma 3e terme. Et en fait, juste à côté de moi, il y avait une des personnes qui m'a formée. Et donc, un peu quelqu'un en qui j'avais confiance, que j'avais déjà vu et revu, parce que du coup, pour expliquer rapidement, mais on fait jamais les perms seuls. On est dans un local. On est, nous, dans notre antenne, entre 3 et 4, par permanence, plutôt 4. Et en fait, voilà, donc il y avait... Mais du coup, je le connaissais un peu et je savais que je pouvais me raccrocher un peu sur lui. Et donc, il me dit, bah allez, tu vas prendre ton premier appel. Et je fais, bon, ok. Et donc, à 20h58, j'ai le casque sur les oreilles et je suis prête à décrocher l'appel, quoi. Et en fait, il est 20h59, on me montre comment fonctionne la plateforme. Et je fais, mais comment ça apparaît un appel et tout ça? Et là, il passe 21h pile, il y a un appel qui apparaît et il me le prend. Et en fait, mon premier appel se passe comme ça. Et cet appel-là, il va être très très particulier dans tout mon bénévolat. Parce qu'en fait, je vais parler avec une personne pendant 1h30. Et sans s'en rendre compte, elle va me donner certaines infos qui sont pas du tout... qui vont pas me permettre de l'identifier, mais qui me donnent des infos quand même. Et donc, je sais que cette personne avait le même prénom, venait de la même ville que la personne proche dans mon entourage qui s'est suicidée. Et il m'a parlé pendant 1h30 d'idées suicidaires. Donc ça a été un appel, c'est le premier, ça a été un appel très très fort, où j'ai dû beaucoup me reposer sur le cadre qu'on nous avait appris, parce que sinon je tombais, et beaucoup être dans le moment, et pas me questionner sur autre chose. Je me souviens même très bien la première fois qu'elle me dit son prénom, par pur hasard, hein, mais je bloque et je me dis mais non, c'est pas ça, c'est pas possible. Et la deuxième fois, je fais ah si, ok, bon bah voilà. Et en fait, cet appel il finit bien. D'ailleurs, si un jour cette personne entend, j'espère que tu vas encore bien. En disant qu'elle va aller, elle se rend compte qu'en fait elle a vraiment besoin d'aide et qu'elle a envie de prendre des rendez-vous psy. Et donc, en fait, alors, sur le coup, je raccroche. Comme c'était mon premier, mon formateur avait un peu écouté comment moi je répondais. Il n'entend pas du tout l'appel, mais comment moi je répondais, il me dit tu t'en es super bien sorti. Et je dis, bah, c'est parce que c'est... Bah oui, et d'autant plus qu'en fait, il y avait ça, ça, ça. Et en fait, il savait, pour la personne de mon entourage qui s'était suicidée, mais il n'avait pas compris qu'elle en était décédée. Et du coup, il me regarde et il me dit mais t'es sûr que c'était pas elle? Et en fait, il va se reconnaître et tout ça, mais cette anecdote, elle est connue dans nos potes et tout ça. Et en fait, ça a permis un truc très chouette, ça a permis de désacraliser le moment. Parce que sinon, tout le monde m'aurait regardé. Enfin, tout le monde est très bienveillant et ça aurait été très chouette, mais tout le monde peut comprendre que cet appel est dur. Et du coup, tout le monde aurait été dans l'attente d'un truc. Et en fait, là, du coup, juste, j'ai explosé de rire. Je lui ai fait ouais, je suis sûre que c'était pas elle là. Là, c'est pas possible. Et voilà. Et je me souviens très bien que par contre, ce soir-là, quand je suis rentrée chez moi, je suis arrivée dans mon. Donc après ça, j'ai pas repris d'appel ce soir-là. Il me semble pas, en tout cas, ou peut-être un chat en fin de soirée, mais qui a pas duré longtemps. J'ai beaucoup parlé avec le référent de la perm, qui était du coup mon formateur. On a pris le temps aussi de bien débriefer. Et ensuite, voilà, et moi, ça allait mieux, et c'était bon, et c'était passé. Et en fait, je suis rentrée chez moi. Du coup, à 3h du mat, on débarque, on est seul, chez soi. Moi, je suis en coloc. Donc dans une maison et tout, je suis au 2e étage et en fait là j'ai rien pu faire, je me suis effondrée dans le salon au rez-de-chaussée et j'ai pleuré pendant 20 minutes. Et puis après je suis montée, j'ai dormi et voilà, et j'ai quand même dit bah je vais prendre une petite secours parce qu'on sait jamais. Et ça m'a fait du bien
mais j'ai pas eu besoin de... J'ai fait un rendez-vous et c'était bon, je voulais juste pas que ça devienne tout un truc. Et je me suis dit que c'était le plus beau signe pour me prouver que j'étais au bon endroit. Ça fait partie des signes dont tu parlais au début. Ouais, et j'en ai eu d'autres, notamment, bah, du coup, je sais pas si on en parlera, mais c'est l'occasion. En fait, on est une ligne d'écoute, on est des bénévoles écoutants, mais en fait, on est aussi tout un réseau. Et petit à petit, on va quand même s'intégrer à l'antenne et de se faire des potes. Donc les gens vont devenir des potes, et notamment parce il y a des activités cohésion donc, qui sont faites, et donc on va partager des moments aussi hors de la ligne d'écoute. Et du coup, bah, par exemple, bah, l'année dernière, donc première année de mon bénévolat, on a fait un peu un Noël secret. Et sur tout le monde dans l'antenne, et ça se sait un peu moins, mais sur tout le monde dans l'antenne, je suis tombée sur la personne qui a, pareil, le même prénom que cette personne proche dans mon entourage. Oui. Voilà. C'est une personne qui t'accompagne tout au long de ton bénévolat à Nightline, en fait. Et tu parlais de psy de secours. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste? Du coup, est-ce que c'est l'association qui met ça en place? Comment est-ce que tu fais appel à cette psy ou ce psy? Enfin, comment ça se passe? Moi, du coup, je venais d'arriver dans l'asso en plus, donc c'était un peu particulier. Parce que je savais pas. On avait eu tellement d'infos, je savais plus vers qui j'allais me tourner. Dans l'antenne Nord-Pas-de-Calais, on a un système de parrain-marraine. Et du coup, ce système de parrain-marraine, bah, il est plutôt chouette parce que ça fait une personne de proximité à qui on peut aller poser ses questions. Et du coup, moi, j'ai dit à ma marraine, voilà, je pense que j'ai besoin d'avoir un rendez-vous avec une psy de secours. Donc, la psy de secours, c'est une psy à Nightline qui est disponible, enfin, une psy, il y en a plein, ou un psy d'ailleurs, mais qui sont disponibles et qu'on peut contacter pour avoir un rendez-vous en urgence suite à un appel ou une perle même qui est difficile et dont on a besoin de parler. Et du coup, en fait, c'est des psys qui sont payés par Nightline. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est pas beaucoup dans le grand public, mais qui est très présent à Nightline, c'est qu'avant tout, la première mission de Nightline, c'est le bien-être de ses propres bénévoles. Est-ce qu'il y a un mythe ou un cliché à propos des lignes d'écoute, peut-être des a priori que tu avais sur les lignes d'écoute que tu aimerais déconstruire ici suite à ton expérience justement sur une ligne d'écoute? Moi, je crois que j'avais... De mémoire, dans ma vie, j'ai appelé une ligne d'écoute quand j'avais un ami à moi qui était en crise suicidaire, beaucoup plus jeune. Et en fait, la personne a été d'une aide très pauvre. Enfin, m'a vraiment laissé en plan. Et donc, je sais que aussi, j'étais un peu à me demander... Enfin, je me suis pas du tout sentie aidée ou, euh, ou que la personne répondait à mes attentes. C'est pour ça que nous aussi, si on voit que les demandes sont pas claires de la part de la plan, ou sont pas claires ou sont pas portées, enfin, répondent pas à nos quatre principes, ou rentrent pas dans nos quatre principes. Si la personne, par exemple, vient chercher des conseils, on est une ligne d'écoute qui ne donne pas de conseils. Et donc, en fait, bah, on peut après réorienter et tout ça. Et donc, ouais, peut-être qu'en fait, me dire qu'en fait, bah, ça sert vraiment, quoi. Parce que alors, je suis devenue bénévole, donc je me doutais, mais je venais aussi, comme j'ai dit, je venais aussi voir, je venais rencontrer des gens qui avaient le même mood, la même énergie, la même bienveillance que moi, et les mêmes intérêts sur la question de santé mentale. Mais voilà, ouais, se rendre compte que ça peut vraiment aider. Et si tu pouvais changer la perception de la santé mentale dans le grand public, qu'est-ce que tu changerais en fait? Moi, je changerais le fait que c'est pas parce qu'on n'est pas triste qu'on n'est pas en dépression. Ça, je pense que c'est un gros truc.
Moi, j'ai souffert de dépression à un moment, sauf qu'en fait, bah, genre, personne ne le voyait, parce que j'avais le smile, parce que le seul truc que j'arrivais à continuer à faire dans ma vie, c'était tout bêtement de voir mes potes. Donc, tous mes potes me voyaient sourire, rigoler et tout, et c'était le truc qui me maintenait un peu. Mais dès qu'il s'agissait de faire d'autres choses, c'était beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et donc, en fait, les gens ne comprenaient pas. Et pareil, j'ai une médecin de famille depuis que je suis née, qui est toujours la même, donc qui a un certain âge et tout ça. Et quand je suis allée la voir pour dépression en attendant de voir un psychiatre, elle m'a fait faire un test, un espèce de vieux test en 13 questions. Et si on a un score élevé, on est en dépression. Et du coup, je l'ai fait. Et une des questions, c'était est-ce que vous êtes triste? Et en fait, moi, j'étais pas du tout triste. Genre, apathique, oui, j'avais du mal à ressentir des choses, mais alors triste, vraiment pas. Et j'ai dit, bah non, je suis pas triste. Et elle m'a regardé, elle m'a fait, sur quoi? Elle fait, ah bon, t'es pas triste, en dépression? Et pourtant, j'ai eu un score assez haut. Enfin, la dépression était clinique et était prouvée, mais aujourd'hui, ça va mieux. Mais voilà, et donc, en fait, ouais, cette image-là, en fait, de toujours faire attention aux gens proches de nous, même les gens dont on a l'impression qu'ils vont bien. Parce que c'est plus compliqué que ça. Et en fait, pareil, cette personne proche dans mon entourage, personne n'aurait pu dire qu'elle en était à ce point-là. Il y avait des gens qui soupçonnaient qu'elle allait pas très très bien, mais personne n'aurait pu dire qu'elle était prête à agir et à faire ce geste. Et du coup, voilà. Prendre soin aussi des gens qui ont l'air d'aller bien. Parce que c'est très simple de cacher une dépression. Oui, il y a souvent des signes presque imperceptibles et il faut vraiment creuser pour les voir et pour que la personne aussi fasse un peu tomber le masque, entre guillemets, social de non, non, ça va. Comment, justement, tu prends soin de toi au quotidien, de ta santé mentale? C'est quoi qu'est-ce qu'il y a dans ta petite boîte à outils santé mentale? Alors, du coup, comme je l'ai dit, déjà, moi, je suis quelqu'un de social, donc même en pleine dépression, voir mes potes, c'était le truc. Donc, avoir toujours ce petit côté, du coup, social. Après, ça dépend des moments. En fait, ça dépend des moments. Maintenant, je pense que aussi, j'arrive à établir où en est ma santé mentale, avec à peu près ce que j'arrive à tenir sur du moyen long terme. Par exemple, est-ce que j'arrive à tenir ma chambre rangée? C'est des trucs bêtes, hein, mais quand on a une santé mentale qui parfois va mal, c'est important de savoir ça. Est-ce que j'arrive à tenir une skincare routine? Ce qui n'est pas du tout forcément dans mes habitudes. Donc si j'arrive à la tenir, je sais que je vais bien. Donc ouais, voilà, prendre des petits moments aussi pour soi. Où on est un peu avec soi et où on peut se retrouver aussi, même si parfois c'est angoissant. Après, un psy aussi, c'est pas mal, j'avoue. Ça aide, en tout cas, moi, ça marche bien et ça m'aide bien. Est-ce que il y a aussi des ressources plus type livre, podcast, film que tu recommanderais alors soit pour mieux comprendre la santé mentale ou juste des ressources qui toi te font du bien? Un podcast fait par un institut du suicide belge et en fait qui donne les témoignages de proches de personnes qui ont perdu quelqu'un du suicide. Donc c'est pas un podcast à écouter quand on va mal, hein. Très clairement, voilà. Mais c'est un podcast qui montre une certaine réalité des choses. Il y a aussi un site qui s'appelle Dites Je suis là, si je dis pas de bêtises, qui est un site internet qui est pas assez connu à mon propre avis, mais qui est pour tous les proches de personnes suicidaires, de personnes qui sont en crise suicidaire.
euh, pour que justement ils aient des outils, ils sachent quoi faire. Moi, je pense qu'il y a plein de collégiens où ils savent que leurs potes ils vont mal, voilà. Aux lycéens aussi, et je pense quand on est jeune, on sait pas trop quoi faire de cette info. Je pense que c'est méga important que des parents, des profs délivrent ces infos-là et ces outils-là. Euh, voilà. Et après, qu'est-ce que je peux te conseiller? Moi, quand je rentre de perm aussi, c'est un truc débile, mais j'ai besoin de couper parce que pour mon propre psyché, je pense. Il y a qu'une fois où, genre, vraiment, je commençais tôt le lendemain et je suis allée dormir direct et j'ai fait des rêves qui mélangeaient tout et c'était très bizarre et j'ai dit plus jamais. Et donc, en fait, je coupe vraiment, je me fume une cigarette et je regarde des dessins animés. Parce que c'est très blanc, noir. Blanc, noir. Et en fait, ça permet vraiment de... Enfin, je regarde des dessins animés pour enfants, pour être plus précise. Donc j'ai fait Avatar, le dernier maître de l'air, j'ai fait Miraculous, voilà. C'est peut-être des trucs enfantins, mais en fait ça fait du bien en rentrant de perme de vraiment pouvoir couper et de se dire oh il y a des méchants méchants, il y a des gentils gentils, et ça permet de mettre un peu tout ça de côté. Et qu'est-ce qui te motive à rester engagé même après des journées difficiles? Donc, si toi, dans ta vie perso, tu traverses des épreuves, qu'est-ce qui te motive ouais, à rester bénévole à Nightline et tout ça et ouais, engagé en fait? Alors déjà, les personnes qui composent l'antenne, parce qu'aujourd'hui c'est devenu des vrais amis. Donc en fait, quand je vais en perm, je sais que souvent j'ai au moins une vraie pote et après deux autres personnes ou une autre personne voilà, que je vais apprendre à découvrir. Donc déjà, les gens de l'antenne, le bien qu'on fait, je pense, les gens qui nous remercient sur la ligne, vous êtes des cœurs d'ailleurs, ces personnes-là. Ça arrive pas tous les jours, mais vraiment, quand on a un petit merci, pendant presque un an, nous, on avait... Parce qu'on se disait que tous les bénévoles n'entendent pas les merci. Et donc, dès qu'il y avait un petit merci, on notait les paroles et on les accrochait sur un tableau pour que tous les bénévoles du coup, du Nord puissent les voir. Et du coup, c'était trop chouette. Parce que... on- Parce qu'en fait, quand une personne remercie un écoutant, elle remercie bien sûr cet écoutant, mais elle remercie aussi pour moi le service et le fait que ça existe. Et, euh, et voilà, et du coup, c'était très chouette de savoir que ça aidait. Et j'en ai déjà parlé avec d'autres bénévoles. C'est un peu un truc qui se partage, mais même quand je passe une mauvaise journée, en fait, je sais que ma perme, ça va être mon bon moment de la journée. Alors, c'est très bizarre, dit comme ça, parce qu'on vient écouter des gens qui vont pour la plupart mal, mais c'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y en a, ils viennent nous raconter leur déboire amoureux, voilà. Et, euh, et après, en fait, on retrouve les copains et on aide des gens, en fait. Et ça peut être que valorisant. Comment est-ce que tu vois l'évolution de l'assaut dans le futur et comment toi personnellement t'aimerais y contribuer? L'évolution de Nightlight dans le futur, je pense que c'est des ouvertures d'antenne. Je pense que c'est avoir plus de bénévoles. Vraiment, venez, c'est une très chouette expérience. Euh, Ça fait du bien, en fait. C'est un endroit qui fait du bien. C'est l'endroit le plus bienveillant que vous pourrez trouver dans votre vie. Euh, Enfin, j'ai plein d'exemples, mais c'est vraiment des chouettes moments. Et, euh, et il nous en faut plus des bénévoles parce qu'on a de plus en plus d'appels. Et il faut qu'on puisse répondre au plus de monde. Et donc, plus on pourra répondre à des appels, plus chouette ce sera, tout en préservant quand même la santé mentale des bénévoles. Est-ce que tu voudrais nous partager un dernier message ou un mot d'encouragement pour les gens qui nous écoutent, que ce soit des personnes qui hésitent à appeler ou des personnes qui hésitent à devenir bénévoles? Dans les deux cas, je dirais n'hésitez pas, foncez. Euh, En fait, alors c'est deux trucs très différents, mais donc si on hésite à appeler,
il faut pas, en fait, c'est pas du tout une honte d'appeler ces lignes-là. Moi, je les recommande à des proches. C'est méga important. C'est méga important de se faire aider. C'est méga important de se sentir écouté. Et si vous n'avez pas cet endroit-là dans votre vie, c'est OK. Mais du coup, n'hésitez pas à l'appeler. Je pense que l'énorme majorité des retours qu'on a est quand même très positif de pouvoir parler, de pouvoir se libérer. Ou alors, c'est des gens qui, effectivement, n'avaient pas... Enfin, cherché des conseils. Et voilà. Et donc, nous, c'est pas ce qu'on offre. Mais j'ai jamais eu ou j'ai pas souvenir d'un appelant qui soit pas content ou pas libéré après avoir parlé un petit moment. Donc ça c'est chouette. Et si vous hésitez à être bénévole, n'hésitez pas. Genre vraiment c'est tellement une expérience chouette. On rencontre des gens tellement cool. Surtout si vous arrivez dans une nouvelle ville. Rentrer dans une asso, c'est quand même un truc trop bien pour se faire des potes. Et des potes avec des idées un peu semblables ou des choses comme ça. Voilà. Donc non, n'hésitez surtout pas. Je pense. Enfin, vous avez le droit d'hésiter, mais tentez votre chance. Faites ce petit saut dans le vide. Et vous verrez bien. Au pire, en fait, le processus pour devenir bénévole, il s'arrête à n'importe quel moment. Et en fait, on nous laisse la chance aussi de nous arrêter à n'importe quel moment. Donc, franchement, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci d'avoir partagé aussi des choses assez personnelles et très émouvantes. J'espère que ton témoignage va éclairer les lanternes de nos auditeurs et auditrices. Et merci encore à toi et bon courage dans tes études et dans la suite de ton bénévolat à Nightline. À toi qui nous écoutes, si tu as envie d'en savoir plus ou de candidater, rendez-vous sur notre site internet nightline.fr. Pour suivre le podcast Vide ton sac et toutes les actus de Nightline France, rendez-vous sur nos réseaux sociaux @Nightline France. À très vite, prends soin de toi.